Bien, bonjour. Bonjour à tous. Donc, merci de votre présence. Donc, on va commencer cette table ronde sur le sujet confiance humaine versus confiance artificielle ou dans l'intelligence artificielle qui mène la danse. Alors, voilà. Donc, bon, vous avez pu assister à des conférences, vous avez pu voir, bon, c'est le thème central, hein, l'intelligence artificielle. On l'a présenté comme un acteur évidemment non humain avec lequel on va pouvoir faire équipe, avec lequel on va pouvoir travailler, et puis aussi l'intelligence artificielle sur de multiples applications va pouvoir prendre en charge donc la relation avec le client. Donc nouvelle façon de s'organiser, nouvelle façon de co-créer, on va dire, le service avec le client, et on peut se poser la question de cet impact finalement de l'arrivée de l'IA dans les process, dans la gestion de la relation client sur la confiance qui est fondamentale dans le secteur immobilier, comme on le verra avec nos intervenants que je vais vous présenter. Donc on a Brice Cardi, le président du réseau L'Adresse. Merci Brice pour ta participation à cette table ronde. Bertille Marchal, donc directrice marketing de Gens de Confiance. Et puis Olivier Descamps, qui est le directeur de IAD. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais commencer par une petite définition, puis on verra cette définition aussi avec nos intervenants. Alors la confiance, c'est un peu comme les émotions, hein, tout le monde sait ce que c'est, mais quand on commence à demander quelle est votre définition, eh bien là, c'est le plus compliqué. Alors je vous ai pris une définition de Simmel. La confiance est une hypothèse que l'on fait sur le comportement d'autrui en l'absence de tout contrôle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, on sait qu'une personne va agir de façon bienveillante sans que l'on soit présente, et c'est ça le fondement de la confiance. Donc c'est vraiment une croyance par rapport à son comportement. Donc je vais poser quelques questions. Alors déjà, Bertille Marchal, alors qu'est-ce que pour vous, déjà, vous allez peut-être nous parler de gens de confiance, et puis ensuite vous nous expliquerez ce que peut gens de confiance au secteur immobilier. Bonjour à tous. En effet, alors déjà, petite question pour savoir à qui je parle aujourd'hui. Qui connaît Gens de Confiance dans la salle ? Très bien. Et qui est sur Gens de Confiance ? Parce qu'au-delà de connaître, bon, c'est bien, c'est à peu près les mêmes. Je vois que vous ne connaissez pas encore tous Gens de Confiance pour autant. Donc, je vais faire un petit rappel. Gens de Confiance, aujourd'hui, c'est la plateforme de référence quand on parle de confiance dans l'univers des petites annonces. C'est une plateforme qui rassemble aujourd'hui 2 millions de personnes. Et pourquoi on peut prétendre à cette confiance et dire que c'est une plateforme de référence sur ce point-là, c'est qu'aujourd'hui, on a quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'on va demander à tous les inscrits d'aller trouver 3 parrains pour entrer sur Gens de Confiance. Donc, c'est 3 parrains qui permettent d'avoir cette certitude de confiance. On a plusieurs verticales sur lesquelles on se développe, à la fois l'immobilier, dont on va évidemment parler aujourd'hui, mais aussi la location de vacances, le service à la personne et bien d'autres. Et on est une start-up de 85 personnes à Nantes. Donc, que peut apporter un Gens de Confiance au secteur immobilier, rapidement ? Ouais. Alors, en 2 mots, pourquoi on est présent ici ? Ça peut paraître un peu étrange pour ceux qui nous connaissent pour la partie plutôt particulière, parce qu'à l'origine, Gens de Confiance, c'est un site B2C. On s'est tourné vers le B2B il y a 4 ans, quand on a réalisé qu'on avait beaucoup de nos membres qui étaient agents immobiliers et qui publiaient finalement sur Gens de Confiance. Et en fait, Gens de Confiance aujourd'hui offre ce qu'on appelle un pack expert IMO, c'est la possibilité aux agents immobiliers de diffuser en fait leurs annonces et de faire aussi de la pige mandat pour aller trouver finalement des clients pour demain. Merci Bertille. Donc Olivier Descamps, comment vous définissez la confiance et pourquoi elle est fondamentale pour vous dans l'immobilier ? Dans l'immobilier, la confiance, elle est fondamentale parce que c'est l'achat majeur dans la vie des Français. Donc aujourd'hui, on confie à un agent immobilier, on confie à un conseiller, un mandataire d'un réseau immobilier, un projet de vie pour soi-même, ses enfants. Donc la confiance, elle est majeure de par je dirais, le produit donné. Deuxième élément, la confiance, elle est majeure parce que, je dis très souvent, l'agent immobilier, le conseiller, connaît mieux la maison du vendeur que parfois nos propres amis. Qui visite les caves, qui visite les dressings, qui visite le cabanon dans le jardin de ses amis, personne. Nous, on nous confie les clés en disant « faites visiter mon bien et faites visiter mon bien à des étrangers ». Des gens que je ne connais pas. Et donc, cette notion de confiance, elle est double. Elle est double de par l'engagement de vous confier mon projet de vie et en plus de vous confier
mon bien et la visite de ce bien en toute confiance, sans aujourd'hui a priori sur ce que vous allez me présenter. Merci Olivier. Alors Brice, quels sont selon vous les fondements de cette confiance? Pourquoi on a confiance et comment votre réseau s'assure de maintenir des standards élevés de confiance? Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, généralement, c'est justement nos compétences, la connaissance. Alors, je vais faire le même pitch que Bertie, si tu me le permets, rapide. Je te permets. Donc, nous, l'adresse, c'est un réseau qui se distingue des autres par sa structure coopérative. On n'est pas une franchise, on est une coopérative. Chaque patron d'agence détient une part et en ce sens prend part aux décisions et à l'évolution du réseau. On a été l'un des premiers réseaux à être présents sur ce salon parce que finalement nous avons de nombreux partenaires qui sont présents. On essaie un petit peu de se réinventer. On est notamment le premier réseau à avoir cru au post-accompagnement, post-signature, parce qu'on est dans une culture franco-française où on court toujours après le client de demain, mais on se soucie jamais du client d'hier ou surtout d'aujourd'hui. Donc on est le premier réseau à avoir créé la conciergerie. Et force est de constater qu'on n'a pas eu tort parce qu'on a été copié par pas mal de nos confrères. Donc la confiance, elle va démarrer par la compétence. La compétence chez nous, c'est la première chose que demandent finalement les Français lorsqu'ils souhaitent vendre un bien. Là, je peux d'abord m'adresser aux vendeurs. C'est la compétence du prix. Donc nous, on a un outil, alors chaque réseau a un outil, mais on a un outil qui repose sur 7 méthodes qui vont permettre de dire aux vendeurs que si son bien était neuf, il vaudrait telle valeur. S'il devait s'adresser à une clientèle d'acheteurs, investisseurs, un investisseur, généralement, quand il achète surtout une rentabilité locative, généralement qui déprécie la valeur du bien, mais ça permet d'avoir différentes façons de voir avec le profil d'acheteur combien vaudrait le bien. Donc ça, c'est le valoris. Le valoris qu'on a bien évidemment remanié et qu'on a, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais qu'on a automatisé avec l'IA et qui permet en effet de pouvoir s'assurer d'abord que la notion du prix ne se fait pas comme le font malheureusement encore certains avec le doigt mouillé en l'air. Et ensuite, on va bien évidemment mettre en avant tout ce qui va être mis en place par rapport à la partie marketing, la partie communication, pour s'assurer justement qu'on a bien mis tous les moyens pour pouvoir s'assurer de trouver dans les meilleurs délais un bon acheteur. Bon, donc on voit bien cette confiance, déjà la compétence, donc l'expertise, mais peut-être aussi, donc vous avez parlé de cette confiance, on remet les clés à quelqu'un, peut-être il y a aussi cet aspect bienveillance aussi sur la confiance, Olivier? Oui, il y a un aspect de bienveillance parce que quand on accompagne des vendeurs, nous on a 14 000 conseillers sur tout le territoire français. Quand on accompagne des vendeurs, on accompagne des situations de vie. Des situations qui sont majoritairement heureuses, de familles qui s'agrandissent, de projets, de raisons secondaires, mais on accompagne des familles qui divorcent, on accompagne des familles où il y a parfois un décès. Et donc cette bienveillance, la bienveillance qui est très liée à l'empathie que doivent avoir chacun de nos conseillers. C'est-à-dire, je me vide de moi pour me remplir de l'autre. C'est-à-dire que quand j'arrive, je ne suis plus moi, je suis celui qui doit comprendre quels sont les ressorts de mes vendeurs, quels sont les ressorts de mes acquéreurs, quelles sont leurs attentes. Donc ça, c'est assez majeur. Donc cette bienveillance couplée à l'empathie, c'est un combo qui est essentiel pour générer la confiance dans la relation. Merci. Alors, on va voir un petit peu l'IA dans les processus de l'agence, de l'entreprise, du réseau. Donc, on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors, on dit l'intelligence artificielle, notre petite citation, et l'électricité de demain, omniprésente, indispensable. Donc, je l'ai dit un petit peu en introduction, elle devient, elle s'insère dans tous vos process. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est sur vos réseaux. Donc, peut-être Brice Cardi, comment l'IA s'intègre dans les processus de travail au sein de vos équipes et comment elle peut renforcer la relation client et notamment la confiance dans la relation client puisque c'est notre sujet. Alors, juste avant de rentrer dans ce qu'on a mis en place, oui, dans le thème d'aujourd'hui, après, ce ne reste que mon point de vue, mais on parle beaucoup d'IA, c'est un peu le mot à la mode cette année pour le salon. Mais pour moi, l'IA, il y a beaucoup de choses qui font un peu plus waouh qu'avant, mais l'IA, finalement, elle est installée dans nos cabinets et même dans d'autres activités depuis plus de 15 ou 20, tout ce qui est automatique, notamment des logiciels qui sont présents ici. On utilise des logiciels depuis une dizaine d'années qui font des rapprochements automatiques, qui vont même, quand vous avez malheureusement certains collaborateurs qui oublient de relancer leurs clients, qui vont parfois même se substituer, le faire à leur place. C'est de l'IA. Donc l'IA, finalement, c'est le mot à la mode, mais l'IA, on l'a dans notre quotidien depuis belle lurette. Alors pour être plus précis dans ce qu'on a mis en place, nous, en fait, on s'est surtout intéressé à plusieurs choses. D'abord, tout ce qu'on développe, et c'est ce qui fait qu'on est présent ici, c'est pas pour remplacer, c'est pour faire gagner du temps.
Parce que là où je rejoins Olivier, c'est que l'empathie, elle passe aussi par le temps. On s'est aperçu que les Français, ils veulent surtout du service. Alors quand il y a en plus un prix compétitif derrière, c'est tant mieux, mais c'est d'abord le service, et le service, ça passe par de l'humain, et l'humain, ça passe par du temps. Vous ne pouvez pas être empathique comme ça si vous êtes un courant d'air. Donc ça, c'est la première chose. Donc tout ce qu'on met en place, c'est pour optimiser le temps de nos collaborateurs, pour qu'ils puissent en contribuer et en consacrer davantage auprès de leurs clients. Alors pour être plus précis, on a surtout essayé de gommer finalement là où il y avait de l'insatisfaction. Donc on est allé sonder nos clients, on s'aperçoit que la première insatisfaction qu'on a généralement, c'est sur le rappel. Le téléphone, crise ou pas crise, Tout à fait. eh bien, vous faites un dîner, vous laissez traîner vos oreilles, vous allez forcément entendre parler, de vous dire « il m'a pas rappelé, il rappelle pas », etc. Donc nous, et c'est peut-être l'occasion d'en parler, parce que justement, c'est tout nouveau, on est le premier réseau à avoir cru en ça, et on est le premier réseau à signer avec un leader européen qui s'appelle Aircall, ce qu'on appelle la VoIP. Ça, c'est tout nouveau, il y aura un communiqué de presse qui va partir lundi. Donc on signe ce deal pour justement s'assurer que quand il y a un trou dans la raquette, il y a réparation. Donc il va y avoir toute une combinaison en cascade qui va éviter l'attente, qui va permettre de pouvoir appeler Pierre. Pierre ne répond pas, c'est Paul. Et quand je dis Paul, c'est le standard qui reconduit sur tous les collaborateurs. Le type est dans sa voiture, finalement Pierre qui est à l'agence, il n'était pas disponible, ça va appeler Paul. Et on va très loin. Pour ne pas se consacrer une fois de plus au ressenti, on va jouer avec l'IA, avec ce qu'on appelle l'analyse sentimentale. C'est-à-dire qu'on va être capable de dire si un appel téléphonique s'est très bien passé ou pas du tout bien passé. Et auquel cas, on va pouvoir justement rappeler nos clients. Le deuxième point fondamental, c'est les photos. On a été, mais comme beaucoup d'autres réseaux, partenaires de solutions où à l'époque, vous envoyiez une photo, vous demandiez d'enlever un mur, de rajouter ou d'enlever un canapé. Vous attendiez généralement 48-72 heures pour les meilleurs pour avoir la photo de restitution. Aujourd'hui, et je pense qu'on peut le dire, on est partenaire d'une solution qui est présente, qui s'appelle Oki. Donc pareil, on est ravis d'avoir mutualisé avec nos valeurs coopératives à des prix compétitifs pour l'ensemble de nos sociétaires et leurs collaborateurs, une solution qui est intégrée et prise en charge par le réseau pour l'estimation du bien et qui va beaucoup plus loin dans l'expérience pour pouvoir projeter un vendeur qui va être sensible à se dire « finalement, si j'avais su, en effet, voilà le potentiel » et surtout les acquéreurs. Et ce qui donne aussi matière à faire revenir les agents, les clients en agence pour leur dire « venez, on a un équipement qui va vraiment nous permettre de pouvoir vous projeter facilement sur peut-être la cuisine de demain, etc. » Merci Brice. Donc Olivier Descamps, en tant que réseau de mandataires donc immobilier, y a-t-il des défis ou des exigences différentes sur l'intégration de l'IA dans vos processus? Parce que là, on était sur une agence à réseau, peut-être qu'il y a des spécificités ou pas, mais vous allez nous en parler. D'abord, on fait tous le même métier. Aujourd'hui, un vendeur, un acquéreur, c'est pas distinguer un mandataire, un agent co, un salarié d'une agence immobilière, le client, on ne voit pas la différence. Donc on fait le même métier. On le fait différemment dans le modèle. Et moi, je partage ce que dit Brice. Il y a bien longtemps qu'on a mis de l'intelligence artificielle dans nos outils. Que ce soit pour les rapprochements, comme tu disais, vendeur-acquéreur, que ce soit pour détecter demain le meilleur prix. C'est-à-dire qu'on a des outils, nous, d'estimation. Ces outils permettent depuis déjà des dizaines d'années d'aller chercher les biens qui ont été vendus, d'aller chercher les biens qui sont en annonce, et bref, et d'approcher cette valeur-là. Nous, qu'est-ce qui est un peu différent? On a aujourd'hui 14 000 mandataires sur tout le territoire. On fait globalement, il y a à peu près 10 000 familles qui nous font confiance par mois. Et nos équipes sont tous entrepreneurs. Donc il n'y a pas de salariés, ils sont tous indépendants. Et donc nous, on les accompagne pour qu'ils puissent détecter des signaux faibles. Des signaux faibles, par exemple, sur une annonce qui manquerait de vue, une annonce qui manquerait d'appel. Donc là, on a des alertes en disant, tiens, dans les mêmes proportions et sur les mêmes sujets, la photo, manque de photo, le texte, bref. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est assez majeur, c'est l'annonce. Nous, on a intégré l'IA dans la rédaction des annonces pour tous nos conseillers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'un conseiller a signé un mandat, il rédige son annonce, il y met les photos, ça passe à travers une IA qui lui propose une annonce. Et lui, il vient la corriger, parce qu'on en parlera tout à l'heure. Nous, on ne parle pas d'IA, on ne parle pas d'intelligence artificielle, mais on parle d'assistant intelligent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA, c'est un assistant intelligent qui doit accompagner nos entrepreneurs pour leur libérer le plus de temps libre et le plus de temps riche dans la relation avec les vendeurs, les acquéreurs, les notaires, les prescripteurs. Et le dernier point qu'on pourrait donner, c'est que cet assistant intelligent, le premier retour que nous, on a eu, c'est que vous nous donnez confiance d'écrire à nos clients, puisque je ne fais plus de fautes d'orthographe. Donc on peut aller très très loin. Déjà, les basiques, c'est moi, écrire à des clients, je ne suis pas à l'aise, je suis plein d'empathie, plein de bienveillance, je suis un très bel agent immobilier, mais par contre, j'ai cette petite carence, vous m'avez permis de le faire et je suis en confiance. Et donc, l'IA donne confiance aussi à ceux qui l'utilisent. Tout à fait.
Bertille Marchal, votre plateforme donc repose bien sûr sur les recommandations humaines. Comment elle est intégrée en fait finalement cette intelligence artificielle dans votre modèle ? Oui, alors effectivement, je rejoins moi aussi ce qui a été dit dès le début. On utilisait déjà l'intelligence artificielle, d'autant plus que le Gens de Confiance, c'est une start-up, donc toujours un peu à l'affût d'aller trouver les dernières nouveautés. Ce qu'on voit quand même dernièrement, c'est qu'on a essayé de prendre ce virage et de voir comment on pouvait l'utiliser à la fois en interne, donc dans toute cette partie de productivité de nos équipes. Donc les développeurs, je vous disais, on est 85 chez Gens de Confiance, il y a quand même 50 développeurs. Donc les développeurs utilisent énormément Copilot, qui est un outil de développement. Et la partie service finalement de la Team Bonheur, qui est nos Customer Success, c'est une équipe de 10 personnes. Et ces personnes vont être aidées par l'intelligence artificielle pour répondre de manière plus efficace. Pour autant, chez les Gens de Confiance, on reste vraiment très, très focus sur le fait que le lien humain reste quand même quelque chose qui est évident pour nous. Et donc, on ne lâche jamais un message sans qu'il soit relu par une vraie personne. On va toujours être dans une IA où on contrôle énormément. Et je pense que voilà, mes compagnons seront d'accord. Aujourd'hui, on est quand même très loin d'une IA qui contrôle tout. On est quand même tous encore avec des boîtes où en fait on relit ce qui va être envoyé, et puis évidemment qu'on fait pas ça de manière complètement dingue, on n'est pas non plus contrôlé par des robots, heureusement quoi. On y reviendra, merci beaucoup. Alors, notre petite citation, ChatGPT est comme un Shadok qui pompe, il calcule sans en saisir le sens. Ce qu'il faut bien comprendre quand même, aujourd'hui encore, l'IA ne comprend pas le sens de ce qu'elle écrit. Donc elle va très bien vous écrire, vous rédiger une annonce, très bien, mais elle ne comprend pas. Et en plus, ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'on appelle l'hallucination de l'IA. L'IA, c'est un problème. Et donc parfois, il va écrire des choses de façon très très convaincante, mais totalement fausse. Voilà, donc ça pose un problème quand même. Donc heureusement, il y a ce contrôle. Donc on va enchaîner. Donc justement, alors un petit peu, chacun vous allez répondre là-dessus. Quels sont les risques d'une confiance excessive dans l'IA? Peut-être Bertille là-dessus. Ouais. Tu as raison, Nathalie, de préciser ce point-là, parce qu'en fait, souvent, on dit tout ce que l'IA ne sait pas, c'est justement ce qu'elle ne sait pas. Donc, en fait, c'est elle ignore ce qu'elle ignore. Donc, c'est là-dessus qu'il faut être vraiment vigilant. Nous, en interne, on incite énormément nos collaborateurs à avoir l'esprit critique. Et en fait, être capable de se dire, attention, ce que je suis en train d'écrire n'a pas de sens. En fait, si une IA peut pas devenir plus intelligente qu'un homme, elle peut nous faire gagner du temps. Prenons, et c'est vraiment ça ce qu'on essaye de faire chez Gens de Confiance, prenons tout ce qui est bon et améliorons des photos. Voilà, nous aussi, on a cette partie-là, pour le coup, on le fait avec Miro, mais d'avoir des photos qui vont être plus attractives, qui vont donner plus envie, qui vont faire que l'annonce va mieux performer. Mais par contre, soyons intelligents et ne commençons pas à se faire contrôler nos cerveaux par une IA qui va dire n'importe quoi, effectivement. Tout à fait, peut-être Olivier. Alors vous parliez de la rédaction d'annonces. J'ai vu certaines conférences et certains outils où voilà, on commence à prendre des photos, tout de suite voilà, l'annonce est rédigée, etc. Le risque, c'est justement s'il y a une hallucination, en fait la vérification quand même est importante. Donc, Mais c'est pour ça que d'abord, l'IA, c'est nous qui la nourrissons. Tout à fait. Donc l'IA n'existe pas sans le contenu que l'être humain lui donne. Donc ça, c'est nous qui la nourrissons. Deuxième élément, nous, on pense que cet assistant intelligent suggère. Donc il suggère une annonce, il suggère une photo, il suggère de rappeler. Nous, on a une IA qui nous permet à chaque entretien téléphonique avec les clients de dire, tiens, là, cet entretien, cet échange mériterait un courrier de confirmation. Parce que ce sont des suggestions. Et le troisième élément, c'est ce que dit Bertille, il faut relire. Parce qu'à la fin, il n'y a pas un de nos clients qui pourra accepter l'excuse. Excusez-moi, ce n'est pas moi, c'est mon IA qui s'est trompé. Ça ne marche pas. La responsabilité de nos entrepreneurs est engagée. Donc nous, on leur dit, on nourrit, vous donnez les ordres à votre assistant, parce que c'est un prompt, ce n'est rien d'autre qu'un ordre qui est donné à l'IA. Troisième élément, elle vous suggère une solution. Quatrième, vous la relisez avant de vous engager. C'est votre signature qui est engageante et pas celle de l'IA. Brice, peut-être un petit mot à rajouter là-dessus? Non. Non, beaucoup de choses ont été dites. Non. Nous, ce qu'on s'efforce de faire, c'est
alors, soit en distanciel, soit en présentiel, mais de renforcer nos formations pour rappeler ce qu'attendent nos clients. On revient sur l'empathie, l'émotion, donc tout ce qui reste aujourd'hui. Moi, je reste assez convaincu, mais c'est peut-être encore un peu tôt, on n'est pas sur le mot de la fin, mais que plus le temps va aller et plus je pense que les gens vont se concentrer sur ce qu'ils veulent, c'est des rapports humains, et d'où l'intérêt d'avoir encore des agences physiquement avec des acteurs et la proximité qu'apportent aujourd'hui nos agences. Et justement, l'idée c'est ça, c'est de faire des formations pour bien dire, parce que le risque, surtout pour les plus jeunes qui nous rejoignent, c'est finalement, mais ça c'est très humain, c'est d'aller à la facilité. C'est de se dire finalement ça va le faire à ma place, donc je ne vais pas contrôler. Et c'est ça le sujet en fait. Exactement. Après, concernant ce que tu disais tout à l'heure en disant il ne fait pas à notre place, il se contente, etc. Je ne veux pas faire le Madame Irma avec ma boule de cristal, mais selon les renseignements dont tu disposes et dont je dispose, on s'aperçoit que, on parlait beaucoup de ChatGPT, l'ancêtre du ChatGPT, c'est le chatbot. Chatbot, avant, c'était déjà de l'IA, mais sauf que c'était de l'IA qui était un peu préconisée, c'est-à-dire qu'en fonction de la réponse A, tu prenais le chemin de gauche ou le chemin de droite. Donc il y avait une préco qui faisait que l'humain devait créer des algorithmes et des chemins. La nouveauté aujourd'hui, et on est tous quelque part victimes de ça, et nous, on ne fera pas forcément partie de ceux qui ne feront pas ce sens-là, parce que ne pas le faire, c'est ne pas aller dans le sens de l'histoire, c'est d'accepter que ça soit sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on est capable d'aller chercher sur les sites internet, sur les avis clients, etc., dès le moment où on joue le jeu de dire je t'autorise d'aller vers ça, aujourd'hui on est sur un système d'évolution où on va avoir déjà aujourd'hui une sorte d'intelligence artificielle qui va être capable limite de projeter et de penser à la place d'eux, en se disant j'ai vu en gros ce que disait cette agence, quels étaient finalement le profil de ses clients, je vais être capable d'exprimer finalement quel est le cœur de cible, quelle est la typologie de bien qui est proposée, etc. Donc je pense quand même que c'est un vrai virage. Et le vrai virage, une fois de plus, c'est de le rappeler en disant c'est bien, c'est pour gagner du temps, et d'où présentiel. Nous on fait beaucoup de training par exemple, c'est pas nouveau, mais on fait beaucoup de training quand on a la chance de les voir en présentiel pour s'efforcer des questions ouvertes et pas des questions fermées, dépasser le spectre des 4 questions qui sont les mauvais commerciaux et aller justement à 10-15 questions pour vraiment rentrer dans l'empathie et dans l'intimité et pour justement créer justement le plus important qui est la confiance. Merci Brice. J'ai fait vite Nathalie, j'ai fait vite, je sais que je suis... Merci Brice. Et notre petite citation, on en revient un petit peu à ce que vous avez dit. Donc, une citation de Yann LeCun qui est très connue. Notre intelligence est ce qui nous rend humains et l'IA est une extension de cette qualité. L'intelligence artificielle étant ce que nous pouvons faire avec nos capacités. On est tout à fait dans ce que vous avez dit. Elle nous permet ainsi de devenir plus humains parce que derrière ce que vous avez dit, c'est qu'à un moment donné, on va libérer du temps pour avoir encore plus d'empathie, d'accompagnement émotionnel. Alors, donc, je vais vous présenter donc les résultats très rapidement pour justement nourrir un petit peu le sujet et puis faire réagir aussi nos intervenants. Donc, sur une étude qui a été portée par Jean de Confiance sur son site, donc on a un peu plus de 1000 répondants, 22% d'acheteurs, 16% de vendeurs et 62% qui n'avaient pas de projet. Alors, quelques résultats, je vais rapidement, juste pour voir un petit peu en fait cette confiance qu'on peut avoir dans le travail réalisé par une intelligence artificielle. Je vais me focaliser juste sur les pas du tout d'accord, parce que ça donne un petit peu le là sur les différentes questions. Donc, première, je fais confiance aux recommandations pour l'IA, de l'IA pour orienter mes décisions immobilières. Il y en a quand même 51% pas du tout d'accord. Je crois que l'IA est aussi compétente qu'un agent immobilier pour analyser le marché. 46% pas du tout d'accord. Et puis, je suis convaincue que l'IA peut fournir des estimations précises et fiables. Alors là, on baisse, il y en a juste 25% qui sont pas du tout d'accord. Donc, on voit bien que selon les tâches, on a plus ou moins confiance dans cette intelligence artificielle. Autre point important, donc, sur la dimension... Est-ce que l'IA comprend mes besoins émotionnels? Bon, évidemment, sans douter, non, parce que l'IA n'est pas empathique. Pourquoi elle n'est pas empathique? Parce qu'elle est capable de détecter des émotions, de les imiter, de les simuler, mais elle n'est pas capable de les ressentir. Et pour être empathique, il faut pouvoir ressentir des émotions. Donc 75%, c'est assez fort, pas du tout d'accord. Je crois que l'IA agit dans mon meilleur intérêt personnel, tout comme le ferait un agent immobilier. Et là, on a 55%, pas du tout d'accord. Donc on est quand même encore loin de cette confiance dans l'IA. Donc on va enchaîner. Donc Olivier et Brice, en quoi l'IA peut être génératrice de confiance pour le client? Peut-être, allez, Olivier. Je vais reprendre la formule de Brice, parce que l'IA, elle tue le doigt mouillé.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on rencontre un client en disant, je vais rester sur l'estimation que je viens de vous donner de valeur, je ne l'ai pas fait au doigt mouillé, je ne suis pas allé sur le bon coin prendre 2 biens, vérifier, on lui dit qu'on a un algorithme qui va chercher, qui fait du prédictif, qui prévoit les valeurs de biens à venir par rapport aux tendances vécues, bah là, le client se dit, OK, c'est un peu plus factuel, c'est un peu plus construit que je pense que, voilà, on a encore, malheureusement, dans la profession, mais pas chez nous parce qu'on est les meilleurs, mais des visites qui se font en 3 minutes. Nous, une visite, on vient, on prend les cotes, on regarde, on prend des photos, on revient à la maison, on fait tourner le logiciel avec un peu d'IA et on revient avec une proposition. Donc je pense que le premier bénéfice de confiance, c'est de dire ce que je vous apporte comme données, comme position, comme suggestion, ce n'est pas que mon ressenti ou ce n'est pas mes 15 ans d'expérience qui font que, regardez factuellement ce que ça donne. Et après on vient corriger, corréler et toute la valeur de l'humain dans l'immobilier. Aujourd'hui, on a vu des pure players sans agents immobiliers qui ont essayé de réussir, que ce soit en France ou dans le monde, personne n'a réussi. Donc je m'appuie sur des données fortes et donc je pense que ça sera générateur de confiance sur les éléments qu'on peut apporter. Alors peut-être l'IA, justement par les traitements de données massives, par ce côté prédictif, augmente l'expertise finalement de l'agent immobilier qui va rajouter sa valeur et qui finalement va accroître la confiance. Brice, à part sur l'estimation, est-ce qu'il y a d'autres... Non, mais je vais rebondir sur l'estimation qui est pas surprenant parce qu'avec maintenant l'accès open data, DVF, etc., on a en effet matière de pouvoir comparer des choses comparables parce qu'il y a plusieurs méthodes. Tout à l'heure, je parlais du valorisme. Enfin, la dernière méthode, on termine toujours par ça, c'est la plus fiable, c'est l'analogique. Vous visitez un appartement dans du collectif au 3e étage et vous avez vendu la semaine d'avant celui du 2e, à quelque chose près, vous n'allez être pas loin de la réalité. Après, il va rentrer en jeu un système de pondération en fonction de l'état, de la cuisine, etc., etc. Mais grossièrement, je ne suis pas étonné. Et vous avez bien vu que dès le moment où on touche à interpréter mes besoins, comprendre, analyser le marché, etc., c'est plutôt rassurant. En effet, on revient sur l'émotionnel et là-dessus, celles et ceux qui ont répondu apportent la preuve que l'humain garde encore une prépondérance. L'IA, nous, pour vous donner un exemple factuel, on fait chez nous, tu m'en veux pas Olivier, mais chez nous on est un système d'agence avec des vitrines, donc on fait le premier rendez-vous. Très grave, hein ? Pas très grave, mais ça apporte un gros avantage. C'est dans les techniques, mais on n'est pas les seuls à faire ça, hein. Je crois que tous nos concurrents le font. On fait ce qu'on appelle le R1 chez le client et le R2, on doit être convaincu et être convaincant de ramener le client en agence. Et c'est à ce moment-là justement qu'on lui fait part d'abord de la communication, du marketing, etc. Et ensuite, on termine par le prix. Parce que si vous commencez par le prix, le reste, il n'écoute plus. Dans les techniques qu'on faisait dans l'ancien monde, avant d'avoir justement de l'automatisation et ou de l'IA, entre le R1 et le R2, un bon consultant mettait entre 45 minutes et 1h30 pour justement aller chercher des informations pour qu'on puisse les relayer dans un bureau, sur un écran. Aujourd'hui, avec ce qu'on a développé notamment beaucoup avec une techno que j'avais ici dévoilée il y a 2 ans, de la blockchain, on a la blockchain dans notre système, je crois qu'on est le seul à le faire. Dans le book digital, ce qu'on faisait en 1h30, on le fait aujourd'hui en 3 minutes. C'est qu'en 3 minutes, la capacité à dire qu'est-ce qui se passe sur votre marché des biens à vendre, quels sont les biens vendus, quels sont les biens à vendre dans le neuf, quels sont les biens aujourd'hui qui sont loués, quelle est la valeur locative, tout ça grâce à l'IA, ça va permettre justement aux consultants de gagner beaucoup de temps et d'apporter en effet matière à dire voilà aujourd'hui ce que je pense. Et je termine, parce que je sens que tu veux m'interrompre Nathalie. Nous, la technique qu'on a au premier rendez-vous, c'est que le propriétaire est persuadé qu'on vient finalement découvrir son bien. Alors je ne dis pas que son bien, on s'en fout. Enfin, à 3 pièces, généralement, il y a ou pas, ça reste un appartement avec 2 chambres. Généralement, il y a toujours les toilettes et une salle de bain. Bon, bref. On vient surtout, et c'est dans les techniques qu'on essaie de travailler, on doit repartir avec la certitude que le projet il va avoir lieu dans 3, 4, 6 mois, 8. Et on va surtout, et ça c'est une technique avec beaucoup de choses, des questions ouvertes, etc., essayer de comprendre quel est finalement le facteur déterminant qui fait qu'ils ont acheté ce bien-là. Et parfois, on a des surprises. Et on évite les agents immobiliers, on va dire bas de gamme, qui vont faire le sketch de taper la cloison en vous disant on veut casser le mur. Alors que s'il avait été un peu curieux, il avait surtout écouté son client, il aurait peut-être appris qu'au contraire, madame, elle a acheté la maison parce qu'elle a une cuisine fermée. Et on va finalement ramener l'émotion au 2e rendez-vous pour s'assurer qu'on a bien compris justement l'intérêt du vendeur. Alors, vous voyez, quelqu'un de très empathique. Parce qu'il a vu, à mon regard, à mon visage, qu'il fallait faire court. Tu m'as tellement briefé avant que j'ai pas le choix.
Alors, donc, vous avez dit donc sur le côté expertise, bon, donc accroissement de la confiance sur peut-être la réactivité aussi, hein, plus de sérieux, des trucs plus précis. Mais quand même, dans les applications qu'on a pu voir, on voit bien qu'à un moment donné, il va y avoir. Donc, je vais poser la question à Bertie, qui n'est pas sur le truc, mais en fait, cette prise en charge en fait de la relation un petit peu client. Par une IA, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le mail va être plus ou moins envoyé automatiquement. On va avoir dans notre parcours de plus en plus d'échanges avec un bot. En quoi ça? Parce que est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas s'apercevoir? Parce que moi honnêtement, j'ai envie que ce soit mon conseiller qui me réponde. Vous voyez. Et si je commence à m'apercevoir que c'est une IA qui a géré la relation, est-ce que je ne vais pas avoir, alors je ne sais pas, Bertie, là-dessus, sur ce côté... hors estimation en tant que directrice marketing. Oui. Alors, pour le coup, nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment à cœur que l'humain reste au cœur de nos activités. Donc, j'entends ce que tu dis dans le sens où il y a ce besoin de réassurance, d'avoir un humain, un vrai humain. Mais je pense que tu seras ravi si ton conseiller te répond plus vite avec quelque chose de fiable. Et finalement, c'est ce que je pense, on est globalement tous les trois d'accord sur le fait que l'IA va nous apporter de la simplicité, de l'efficacité, mais avec toujours ces yeux humains qui permettront d'avoir quelque chose de crédible et d'intéressant. En vérité, aujourd'hui, chez Gens de Confiance, on appelle chacun des propriétaires qui déposent une annonce. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis 6 mois. C'est nouveau, c'est un service qu'on a mis en place pour accompagner les propriétaires dans la dépose de leur annonce. Et en fait, on réalise bien que c'est très rassurant de parler à quelqu'un. Et pour autant, les personnes qui appellent, là, cette équipe d'Ops qui appelle les propriétaires, vont donner des infos pourtant qui sont fournies par une IA. C'est juste que c'est une vraie personne qui parle avec des infos par l'IA. Donc pour moi, c'est le meilleur des mondes. On rassemble l'efficacité et l'humain. Oui, Olivier. Et enfin, je pense qu'il y a un point qui est intéressant. Les clients ne veulent pas forcément de l'humain. Ils veulent une réponse, une solution. Donc je pense que l'humain doit rester sur les sujets chauds. Je suis d'accord. Et l'IA peut être sur les sujets froids. Autrement dit, on prend toujours l'exemple. Quand tu appelles le 0800 d'Orange pour avoir un code ou un process pour débloquer ta Livebox, si tu attends 22 minutes pour avoir un correspondant dont tu ne comprends pas très bien ce qu'il est en train de te dire, si le bot te répond en 8 secondes pour donner le code que tu as oublié, tu es vachement plus heureux que d'avoir un humain. Tout à fait, absolument. C'était là où je voulais aller. Alors, on va continuer avec quelques petits résultats. Donc, je pense que l'IA est moins susceptible de commettre des erreurs que les agents immobiliers. Donc là aussi, côté, on s'intéresse au pas du tout d'accord, donc 16%, donc plutôt encore une grosse confiance. Je me sentirais à l'aise pour confier la gestion complète de mon projet à une IA sans intervention humaine. Alors là, 72%, pas du tout d'accord. Donc on voit bien derrière tout ça que... On est OK pour certaines tâches prises en charge par l'IA. Par contre, on a encore besoin d'un humain. Je crois que l'IA est plus objective qu'un agent immobilier dans ses recommandations. Alors là, pas du tout d'accord, 28%. Donc, quelque part, voilà, on a l'image de l'agent immobilier qui est un commercial et peut-être une certaine raison gardée quant aux conseils donnés. Dernier petit graphique, je vais assez vite. Donc ici, vous voyez, donc j'ai segmenté les répondants. Donc à partir des différentes questions, l'IA comprend mes besoins, on les a vus, agit dans mon meilleur intérêt personnel. Et ce qu'on s'aperçoit ici, donc, c'est que on a uniquement 9% de gens qui sont super enthousiastes par rapport à ça. Les sceptiques, 22%. Et ensuite, on a 45%, 46% d'indécis et puis 22,3% d'optimistes. Donc, on voit bien qu'il y a une transition, mais on n'y est pas encore. Alors, on va enchaîner avec des petites questions. Olivier, Brice, compte tenu des résultats que je viens de vous afficher, pour vous, quelle est la prochaine étape pour les professionnels de l'immobilier? Alors, pour vos réseaux, mais j'allais dire même pour les professionnels en général. Et quels sont les défis à l'avenir? Oui. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, on est dans une conduite de changement. Si on prenait les mêmes études sur la création du téléphone portable, sur l'arrivée de la voiture il y a 150 ans, tout le monde voit la nouveauté d'abord comme un danger, comme une difficulté, parce que c'est une remise en question de soi-même. Donc, on passe par les phases classiques de la conduite, du changement. Donc, la première chose, c'est l'épreuve.
quand on commencera à apporter des preuves réelles, concrètes, des bénéfices de l'IA pour les clients, derrière, je prends toujours l'IA ou l'iPhone. Aujourd'hui, qui peut se passer de son iPhone? Personne. Donc demain, quand on aura des preuves de la puissance de l'assistant intelligent dans le quotidien de chacun, tout le monde dira « j'adopte cette solution parce qu'elle m'apporte à moi des bénéfices ». Les grands défis, moi je vais en donner un, je vais peut-être un peu sortir du cadre parce qu'on parle beaucoup de nos clients finaux, vendeurs hackers. Nous, on a aussi une vocation, c'est de faire réussir nos entrepreneurs. Donc l'IA permet, nous on l'a lancé, permet de donner à nos entrepreneurs des retours en leur disant « attention, tu es en train de te mettre, non pas vis-à-vis de ton client final ou ton client vendeur acquéreur, mais toi-même en tant que chef d'entreprise, tu es en train de te mettre dans une situation qui, en prédictif, ne va pas te faire réussir. » Donc nous, on a réussi à détecter aujourd'hui que ceux qui se formaient à un rythme plus rapide, on n'arrête pas de le dire, forme-toi, forme-toi. L'IA a dit, attention, tu es en retard dans ton parcours de formation, tu ne t'es pas encore formé à l'IA, aujourd'hui, nous te prédisons que demain, ton chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur risque de baisser. Tu n'as pas fait ces actions-là, on te met sur un chemin, donc on appelle ça l'accompagnement au parcours de la réussite. Donc l'IA vient dire, tiens, attention, tu n'as pas encore fait ça, ce module-là, tu devrais le faire. Au regard du temps que tu as mis pour pouvoir signer le mandat 22, je pense que ces modules-là seraient bien que tu ailles refaire un tour sur l'université. Et donc le fait que l'IA soit un accompagnant pour faire réussir l'entrepreneur, c'est aussi, en tout cas pour nous IAD, pour notre réseau d'entrepreneurs, c'est un gros défi pour nous de les accompagner. Alors c'est un défi, mais du coup c'est un inducteur de confiance parce que. Non, bien sûr. Brice. Non, mais je pense que l'idée, c'est d'être dans la maîtrise et dans l'équilibre. C'est-à-dire vraiment être curieux, pas tout utiliser au risque de se retrouver un peu dépassé et plus savoir finalement si ça sert et si c'est utile, et être dans l'équilibre. C'est-à-dire que vraiment savoir ce qu'on fait, savoir si réellement ça a un sens, et si ça n'en a pas, ne pas le faire et rester en effet, je rejoins assez Olivier, la formation et rester sur les fondamentaux. Donc c'est finalement être à la fois l'agent immobilier de demain, mais sans oublier que celui d'hier, finalement, il n'était pas si mal que ça. Et qu'à l'époque où on avait, je vais vraiment passer pour un dinosaure, mais limite même pas d'Internet, et qu'on faisait avec des fiches Bristol et qu'on restait uniquement sur la découverte d'un client, ça se passait déjà plutôt pas mal, quoi. Alors, je reviens, hein, donc on voit bien cette formation, mais j'allais dire, demain, vous avez dit, l'intérêt de l'assistant intelligent, j'aime bien l'assistant intelligent, je trouve que c'est beaucoup plus juste finalement. Donc l'enjeu, c'est d'avoir plus de temps, de bienveillance, d'empathie, etc. Mais encore faut-il savoir l'utiliser, former les gens là-dessus. Et surtout, Bertie l'avait dit, du coup, c'est aussi se dire que demain, en fait, il va falloir que l'agent immobilier sache travailler avec l'IA. Et ça, c'est un gros enjeu de formation. Parce qu'il y a vos formations et l'IA qui va dire attention, voilà. Mais demain, c'est comment je sais bien travailler avec l'IA. On parle de fusion skills, c'est-à-dire est-ce que je sais lui poser les bonnes questions, les prompts, voilà. Est-ce que j'ai un esprit critique aussi? Est-ce que je sais apprendre de l'IA et est-ce qu'elle va apprendre de moi? Il y a tout un enjeu. Donc, Bertie peut-être, ou peut-être Olivier, Bertie et puis Olivier. Bertille. Oui, effectivement, c'est des grands défis, c'est des questions qu'on se pose au quotidien chez nous, c'est de se dire jusqu'où on s'arrête, parce que mine de rien, l'IA est partout maintenant, on le sait très bien, et ça fait longtemps que c'est le cas, mais de manière plus accélérée. Donc en fait, aujourd'hui, nous, les questions qu'on se pose, et on se les pose régulièrement chez Gens de Confiance, de dire qu'est-ce qu'on confie à l'IA? Finalement, aujourd'hui, sur Gens de Confiance, on a énormément de data personnelle. Donc, en fait, jusqu'où on est OK de nourrir ces IA parce que c'est ce que tu disais, c'est que finalement, c'est nous qui construisons ces IA. Donc, ce qu'on a envie que ça devienne, c'est à nous de décider, en fait, à nous d'être clairs là-dessus. Et on voit bien qu'on est à un virage qui est important, sur lequel il faut avoir des garde-fous qui sont bien définis, bien dessinés. Chez Gens de Confiance, on a essayé d'écrire les fondamentaux de l'IA, les barrières, finalement, les lignes qu'on n'a pas envie de dépasser, et voir jusqu'où on veut aller, comment on va l'utiliser dans notre quotidien. Donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Olivier, vous vouliez rajouter peut-être juste pour dire que nous, on a un partenaire qui est ici, qui s'appelle Mister IA. On a formé près de 20% de nos entrepreneurs à l'usage de ChatGPT, puisque c'est celui que nous, on utilise. Et ce qui ressort fortement, la première chose, c'est que je dois d'abord me former à me connaître moi-même. Plus je vais savoir qui je suis, ce que je veux, ce que je ne veux pas, plus mon assistant va le comprendre. Absolument. C'est-à-dire que les prompts froids où on dit je veux ça, le prompt, l'IA va répondre. Plus l'IA va sentir, même s'il n'y a pas d'émotion encore dans l'IA, et j'espère qu'il n'y en aura pas, moi, mais il n'y en a pas, mais de dire voilà quels sont mes ressorts,
ce que j'aime faire, ce que j'aime introduire dans une relation avec mes clients, plus on se connaît, plus demain on aura un retour de l'IA qui correspondra à nos attentes. Donc il y a une formation à se connaître avant de faire des formations IA. Alors, pour qu'il y ait de l'émotion de l'IA, il faudrait qu'elle soit connectée, qu'elle ait un système, ce qu'on appelle un système limbique, pour pouvoir donc être en capacité de... C'est pas pressé. C'est pas demain. Mais enfin, Ceci dit, les chercheurs, parce que je fais partie de la chaire IA, sont en train d'essayer de connecter à l'environnement des intelligences artificielles. Donc, on s'attend à tout. Donc, bon. Ok. Alors, on va finir. Donc, encore deux petites citations. L'intelligence artificielle va changer notre monde plus que tout ce que nous avions vu jusqu'à présent. Dans l'ère de l'intelligence artificielle, la plus grande compétence humaine n'est plus la connaissance, mais l'imagination. Donc, on parle de l'IA avec de la créativité, non, la créativité humaine. Et je vais vous dire un truc. Donc, pour faire partie de la chaire IA, elle est créative, mais si vous arrêtez de nourrir une IA avec la créativité humaine, elle devient très nulle très rapidement. Donc c'est là-dessus, en fait, que l'être humain a quand même ça, une valeur fondamentale. Donc nous avons fini cette table ronde, mais je vais demander à nos invités un petit mot pour conclure. Alors peut-être Brice. Non, mais le mot pour conclure, avant de participer à cette table ronde, et je te remercie encore pour l'invitation, j'ai regardé justement un petit peu, j'ai sondé sur d'autres critères, quels étaient les endroits ou les secteurs sur lesquels finalement l'IA avait déjà pris le dessus. Donc là, on aurait bien vu sur ce sondage qu'à part l'estimation et le prix, sur l'émotion, l'empathie, la confiance, et finalement qui génère la prise de décision, on a encore de belles années devant nous. Un autre point également extrêmement factuel, même s'il faut rester vigilant, c'est lorsqu'on a été confiné. Lorsqu'on a été confiné, on fait partie des réseaux qui ont tout essayé pour s'assurer auprès de nos associés, leurs collaborateurs, qu'on était acteurs et qu'on faisait tout pour que ça bouge. On a essayé avec la visite virtuelle, la dématérialisation, la signature électronique, et la conclusion, c'est qu'il ne s'est rien passé. Rien. C'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, un Français, et peu importe sa nationalité, quand il projette un lieu dans lequel il va passer une bonne partie de sa vie, c'est d'abord, avant tout, ça passe par une rencontre, et il a besoin de sentir les choses et visiter le bien. Non, le mot de la conclusion, c'était qu'il y a des secteurs, et c'est ça qu'il faut rester vigilant, et tant mieux pour nous, pour l'instant, on est plutôt préservés. Mais par exemple, quand j'ai regardé un petit peu aujourd'hui, là où l'IA avait pris le dessus, il y a des secteurs comme la justice, ou quand on sonde les Français, ils nous disent que demain, ils préféraient être jugés par l'IA que par l'humain. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la justice, ce sont des hommes et des femmes et qu'il y a parfois encore un peu de subjectivité. Je crois qu'en second lieu, il y avait la santé. Dans le monde dans lequel nous on vit, généralement, quand on est dans les endroits où on a la chance d'avoir des hôpitaux et qu'on a mal au genou avant de se faire repérer, on va généralement aller voir un ou deux, où le premier pote va vous dire « mais t'as vu plusieurs avis, va voir celui-là, etc. » Aujourd'hui, la santé, ça a aussi pris le dessus. Et puis le dernier point, c'est les transports. Transport extrêmement surprenant. Au transport, on pense tout de suite à San Francisco, les bagnoles qui roulent toutes seules. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les stations de métro, Paris ou dans les grandes agglos en région, il faut savoir que quand elles ne sont pas pilotées par un homme ou par une femme, elles sont 3-4 fois plus fiables que quand c'est l'inverse. Donc c'est pour ça qu'il faut en effet rester optimiste pour la suite pour nous, mais en étant extrêmement vigilant pour bien maîtriser justement ce qui pourrait arriver. Super, merci. Oui, mot de la fin, d'avoir effectivement cette vigilance toujours et avoir aussi à l'esprit que finalement, on a, quand on s'exprime sur l'IA, on a finalement des personnes qui ont des casquettes différentes dans l'immobilier. On va avoir d'un côté des vendeurs, de l'autre côté des acheteurs, et c'est ce qu'on voyait bien dans le baromètre, c'est que finalement, selon la casquette qu'on a sur la tête, on ne va pas avoir la même réaction face à l'IA. Et donc, je suis vendeur, je vais avoir finalement tous ces enjeux financiers, même ces enjeux un peu émotionnel, de se dire voilà, c'est la maison de ma vie, c'est la maison qui a vu grandir mes enfants, qui a vu toute ma famille. Ça va pas être la même chose, et donc finalement ça laisse quand même la part belle à l'agent immobilier. C'est quand même une très bonne nouvelle pour tous les trois, de se dire qu'aujourd'hui l'IA va pas encore tout gérer, on a encore besoin d'humains, et donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. Olivier, le mot de la fin. Merci Nathalie pour l'invitation. Donc moi je dirais juste que la tech comme l'IA, moi je trouve que c'est, en tout cas, à titre personnel, j'adore, parce que ça me libère du temps, et du temps pour faire des moments conviviaux avec mes potes, qui me rappellent que c'est ça la vraie vie. Donc voilà, donc ça me renvoie à dire que les moments humains, les moments de partage, sont bien plus forts, bien plus enrichissants que les moments avec mon IA. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous pour votre écoute, et puis bonne continuation dans ce salon, et merci à nos invités.